Ne t'avise pas de toucher ce plateau. La directrice de la cafétéria arracha le plateau des mains de la jeune fille. Elle essuya ses gants comme si elle venait de toucher quelque chose de répugnant. Vous, les Noirs, vous, faufilez partout comme des rats noirs affamés chaque jour. Elle s'approcha. Section B. C'est là que les gens comme toi mangent. Pas ici. La jeune fille brandit sa carte d'étudiante. Madame, j'ai déjà payé mes frais de scolarité. Avec quoi? Les lèvres de la femme se courbèrent en un sourire méprisant. Les gens comme toi ne peuvent pas gagner d'argent. Maintenant, sors de ma file. Avant de contaminer chaque assiette ici. La jeune fille ne dit rien. Derrière elle, un homme s'arrêta au milieu d'une phrase, la mâchoire serrée. C'était sa fille. Qui était-il? Ce qu'elle venait de faire allait bouleverser sa vie. Laisse-moi te parler de l'homme sur le pas de la porte. Kailis Varma a grandi à La Courneuve, pas celle des cartes postales. La Courneuve où les coups de feu remplaçaient les feux d'artifice le 14 juillet, où le couloir de son immeuble sentait le moisi et le tabac froid chaque jour de son enfance. Son père a passé les sols à l'hôpital de la Timone à Marseille pendant 31 ans. Sa mère enseignait en ses mains dans une école publique sans chauffage. Ils n'ont jamais gagné plus de 38 000 € à eux deux par an. Mais chaque soir, sa mère s'asseyait à la table de la cuisine avec Kailis et son frère aîné, Loris, et les faisait lire à haute voix jusqu'à ce que les réverbères s'allument. Loris était le génie de la famille. Tout le monde le disait. Il voulait être médecin. Il avait les notes. Il avait l'esprit. Il n'a pas eu le temps. Loris a été diagnostiqué d'une leucémie à 11 ans. Il est mort à 12 ans. Kailis avait 9 ans. Il se souvient d'être resté dans le couloir de l'hôpital, fixant le sol que son père nettoyait. Chaque matin en pensant, pourquoi personne ne l'a vu plus tôt? Cette question ne l'a jamais quitté. À 18 ans, Kailis s'est engagé dans la Légion étrangère. Pas par goût du combat, mais pour payer ses études sans endetter ses parents. 4 ans de service, 2 missions à l'étranger, une cicatrice à l'épaule gauche due à un éclat, d'obus dont il ne parle jamais. Puis l'école polytechnique grâce aux bourses. Militaire, biochimie, major de sa promotion, puis un labo de garage à Massy, une table pliante, une centrifugeuse d'occasion et une obsession. Les thérapies. Contre le cancer pédiatrique. Le genre de médicament qui aurait pu sauver Loris. Ce garage est devenu Varma Bioventure. Aujourd'hui, l'entreprise est cotée à l'Euronext. 2 milliards d'euros de capitalisation boursière. 312 employés. 14 médicaments en essai clinique. 6 sauvent déjà des vies d'enfants dans 22 pays. Kailis Varma a tout construit de ses mains, de son esprit, avec le nom d'un frère décédé gravé dans son cœur. Il y a 2 ans, sa femme et Lara s'est effondrée dans leur cuisine à Neuilly. Anévrisme cérébral. Elle avait 39 ans. À l'arrivée du SAMU, elle était partie. Après les funérailles, Kailis ne pouvait plus cuisiner dans cette cuisine. Il ne pouvait plus regarder la chaise où elle s'asseyait pour corriger les copies de ses étudiants. Et Lara était professeure de lettres. Il ne pouvait plus dormir dans leur lit, alors il a déménagé, a vendu l'appartement et a emmené Thalys à Versailles. Thalys, sa fille de 18 ans, la jeune fille qui se tenait dans cette cafétéria sans rien dire pendant qu'une femme adulte la traitait de rat. Thalys avait été admise à l'université de Val-de-Seine par pur mérite, avec une mention très bien au bac et un score dans le top 2% national. Elle avait publié un article de recherche sur la thérapie génique avant même de quitter le lycée. Elle avait gagné sa place, chaque millimètre. Mais elle portait aussi un secret. Elle ne l'avait dit à personne sur le campus. Son père était l'un des plus grands donateurs de l'université. Sa fondation était en pourparlers avec le conseil d'administration depuis des mois pour un don de 12,5 millions d'euros, un nouveau centre de recherche biochimique portant le nom de sa mère. Thalys ne voulait pas que quiconque le sache. Elle voulait prouver qu'elle appartenait à cet endroit par elle-même. Pas de nom de famille célèbre, pas de fondation, pas de filet de sécurité milliardaire. Elle est donc restée silencieuse, même quand Solange Mayer a commencé à la cibler à la cafétéria dès la première semaine de cours. Même quand cela s'est reproduit la 2e semaine, la 3e, et chaque semaine suivante. Elle n'en a jamais parlé à son père car elle ne voulait pas qu'il la croie faible, car elle pensait que si elle le signalait, les gens diraient que la fille du milliardaire faisait des drames. Elle a donc tout encaissé, semaine après semaine, seule. Ce mardi matin-là, Kailis était arrivé de Lyon à 6h00. Son hélicoptère s'était posé à l'héliport privé de l'université à Sept 15. À 8h00, il était assis dans la salle de conférence aux Boiseries en acajou au 3e étage du bâtiment administratif, serrant la main du conseil d'administration. La session du matin s'est bien passée. Les chiffres ont été approuvés. Les rendus architecturaux ont été loués. Le don était presque finalisé. Tout le monde souriait. Tout le monde se serrait à nouveau la main. À midi, le conseil fit une pause déjeuner. Les
Administrateurs se dirigèrent vers le salon des professeurs. Nappe blanche, eau minérale, filet de bar. Kaelis déclina. Il dit au président qu'il avait besoin d'un peu d'air. Mais la vérité était plus simple. Il n'avait pas vu sa fille depuis 3 semaines. Elle lui manquait. Il voulait lui faire une surprise. S'asseoir en face d'elle à la cafétéria comme un père normal. Manger ce qu'elle mangeait. Lui poser des questions sur ses cours. Il n'a pas appelé. Il n'a pas envoyé de SMS. Il a simplement descendu 2 étages, a suivi les panneaux vers la restauration universitaire, a poussé la porte vitrée et a entendu une femme traiter sa fille de rate noire. Kaelis n'a pas bougé pendant 3 secondes complètes. 3 secondes ne sont rien dans une vie normale. Mais dans un moment pareil, c'est assez long pour sentir chaque muscle de son corps se tendre. Assez long pour entendre les battements de son propre cœur dans ses oreilles. Assez long pour décider quel genre d'homme il allait être dans les 5 prochaines minutes. Il regarda Solange Meyer se pencher au-dessus du comptoir. Ses gants en latex étaient toujours en place. Son visage était contracté par ce genre de rictus qui ne vient pas d'une mauvaise journée, mais de décennies à croire que certaines personnes valent moins que vous. Et de l'autre côté de ce comptoir, tenant un plateau vide à 2 mains, se tenait Thalys. Sa Thalys, la petite fille qui s'endormait sur son torse pendant les orages. La jeune fille qui lui avait lu son premier article de recherche à haute voix à la table de la cuisine quand elle avait 6 ans, si nerveuse que sa voix craquait tous les 3 mots. La fille qui lui avait tenu la main aux funérailles de sa mère en murmurant « Je suis là, papa ». Cette fille se tenait dans une file d'attente et s'entendait dire qu'elle n'avait pas sa place. Kaelis regarda autour de la cafétéria. Il avait besoin de voir l'image complète avant de bouger. À gauche, une file d'environ 40 étudiants s'étirait le long du comptoir. La plupart fixaient la scène. Quelques-uns avaient déjà sorti leur téléphone. Un garçon près du début de la file, grand, noir, portant un sweat à capuche de l'équipe d'athlétisme de l'université, avait fait un demi-pas vers Thalys comme s'il voulait l'aider. C'était Amine, l'ami de Thalys. Mais Thalys lui avait fait signe que non de la tête. Un minuscule mouvement. Ne fais pas ça. Derrière le comptoir, 2 employés de cuisine, tous 2 immigrés, étaient restés figés à leur poste. Ils ne regardaient pas Solange. Ils regardaient le sol. Le langage corporel de ceux qui ont déjà vu cela et ont appris depuis longtemps que parler ne fait qu'empirer les choses. À droite, 3 tables d'étudiants étaient devenues totalement silencieuses, fourchettes, posées, conversation morte. Une fille blonde avec des lunettes, la colocataire de Thalys, Chloé, avait la main sur la bouche. Et au centre de tout cela, Solange Meyer se tenait les bras croisés, une hanche appuyée contre le comptoir, regardant Thalys comme on regarde une tache sur sa chemise. Kaelis traversa la cafétéria. Ses chaussures ne faisaient aucun bruit sur le linoléum. L'entraînement de la Légion ne quitte jamais le corps. On apprend à se déplacer en silence. On apprend à contrôler sa respiration. On apprend que l'homme le plus dangereux de la pièce n'est jamais le plus bruyant. Il s'arrêta. À 1 mètre du comptoir, posa la main sur l'épaule de Thalys, doucement. La façon dont on touche quelqu'un pour lui faire savoir qu'il n'est plus seul. Thalys tressaillit, puis se retourna. Ses yeux s'écarquillèrent. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix craqua, juste un peu, le même craquement que sur la table de la cuisine 2 ans plus tôt. Mais cette fois, ce n'était pas la nervosité pour un article. C'était de la honte. Le genre de honte qui vient du fait d'être surprise dans un moment que tu as caché à la personne que tu aimes le plus. Kaelis la regarda. Il ne répondit pas à la question. Pas encore. Au lieu de contre-continuer cela, il se tourna vers Solange Meyer. « Excusez-moi. Je suis son père. J'aimerais comprendre ce qui se passe ici. » Sa voix était calme. Pas de chaleur, pas de volume, juste le ton posé et mesuré d'un homme qui a présidé des conseils d'administration avec des sénateurs et des généraux de l'autre côté de la table. Solange le regarda, et voici le moment qui comptait. C'est ici que tout aurait pu se passer différemment. Si Solange Meyer avait regardé cet homme, et vu un être humain, si elle avait dit « Je suis désolé, il y a eu un malentendu », si elle avait rendu le plateau et vérifié le système. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a regardé Kaelis Varma de la même manière qu'elle avait regardé sa fille, de la même manière qu'elle regardait chaque personne noire qui croisait sa file. Elle a vu le blasé sans cravate. Elle n'a vu aucun entourage, aucune Rolex rutilante au poignet, aucun signal de pouvoir qu'elle était formée à reconnaître. Elle a vu un homme noir. C'était suffisant. Monsieur, elle leva le menton. Les parents et visiteurs ne sont pas autorisés dans la zone de service. Si vous avez des questions sur la situation financière de votre fille, le bureau des bourses est dans le bâtiment administratif, 2e étage. Ils ouvrent à 9-0. Bourse. Kaelis laissa ses mots résonner. Il ne s'y a pas. Je ne suis pas ici pour les finances. Je suis
Ici pour la façon dont vous venez de parler à mon enfant. Solange décroisa les bras, posa les deux mains à plat sur le comptoir, se pencha en avant. Les néons, au-dessus d'elle bourdonnaient comme des insectes piégés. Monsieur, je n'apprécie pas votre ton. Sa voix devint plus forte. Délibérément plus forte. Elle jouait la comédie maintenant, pas pour Kailis, mais pour le personnel de cuisine derrière elle. Pour les étudiants qui regardaient, pour quiconque pourrait remettre en question son autorité plus tard. Nous avons des standards, ici. Nous avons des systèmes. Peut être que dans les écoles dont vous avez l'habitude, les gens peuvent entrer et exiger ce qu'ils veulent. Mais ici, c'est l'université de Val-de-Seine. Elle marqua une pause. Elle laissa le nom de l'université flotter dans l'air comme s'il s'agissait de quelque chose de sacré. Et je suis ici depuis 19 ans. Je vous suggère donc de baisser d'un ton, de prendre votre fille et de sortir par l'issue latérale discrètement. Kailis n'a rien baissé du tout. Il n'a rien levé non plus. Il est resté exactement là où il était. J'aimerais votre nom et votre fonction, s'il vous plaît. Pardon, votre nom et votre fonction. Je fais une demande formelle. L'œil gauche de Solange tressaillit une fois. La première fissure, dans le masque. Je n'ai rien à vous donner. Dans ce cas, j'aimerais parler à votre supérieur. Solange rit. Un rire court et sec comme une branche qui casse. Mon petit, c'est moi la responsable. Je dirige tout ce service de restauration depuis 19 ans. Et en 19 ans, je n'ai jamais eu personne qui entre dans ma cafétéria et me parle sur ce ton. Elle se pencha encore plus. Assez. Prêt pour que Kailis sente l'odeur du café dans son haleine. Maintenant, je vais vous le demander une dernière fois. Partez ou je vous fais expulser. Kailis ne bougea pas. J'aimerais que ma fille reçoive le repas chaud que ma famille a payé. Frais de scolarité complet, forfait repas complet, pas de bourse, pas d'aide, payé intégralement, et j'aimerais qu'il lui soit servi à ce comptoir, le même comptoir où vous servez tous les autres étudiants. Solange le fixa. Ses narines se dilatèrent, sa mâchoire se crispa. La cafétéria était si silencieuse qu'on pouvait entendre la machine à glaçons ronronner 3 salles plus loin. Puis, elle passa la main sous le comptoir et appuya sur un bouton. Une radio grésilla. Des parasites crépitèrent et Solange Meyer y parla avec le calme exagéré de quelqu'un qui a déjà décidé de faire de vous le méchant. Sécurité, ici Meyer à la cafétéria. J'ai un homme non identifié dans la zone de service. Il est agressif et refuse de partir. J'ai besoin d'une assistance immédiate. Elle posa la radio, regarda Kailis et sourit. Voyons comment ça se termine pour vous. 30 secondes plus tard, la porte latérale s'ouvrit. L'agent de sécurité, Brigitte Moreau entra. La quarantaine, uniforme de la sécurité du campus, radio, à la hanche. Elle scanna la pièce rapidement. Thalys debout, rigide, Kailis avec les mains visibles sur les côtés. Solange derrière le comptoir, les bras de nouveau croisés. Moreau était dans la sécurité du campus depuis 11 ans. Elle avait géré des plaintes pour tapage, des chambres bloquées, des différends de parking. Elle n'avait jamais eu à sortir son tasé. Elle savait lire les situations. Et en ce moment, cette situation ne semblait pas correcte. Mais Solange se déplaçait déjà vers elle, chuchotant vite, assez fort pour que Kailis capte des morceaux. Pas un parent enregistré. Est entré directement. Comportement agressif. Je me sens menacé. Ce n'est peut être même pas son père. Moreau regarda Kailis. Monsieur, puis-je voir une pièce d'identité, s'il vous plaît? Kailis mit la main dans sa poche de blasé lentement, délibérément, comme chaque homme noir apprend à le faire devant quelqu'un en uniforme, et sortit sa carte d'identité, l'attendant sans un mot. Moreau la vérifia, la transmit par radio. La réponse revint vierge. Pas de mandat, pas de casier, pas même une amende de stationnement. Il est en règle, dit Moreau presque pour elle-même. Solange secouait déjà la tête. Ça ne veut rien dire. N'importe qui peut porter une carte d'identité. Regardez-le. Est-ce qu'il a l'air d'appartenir à cet endroit? Moreau hésita. Quelque chose changea dans son expression. Un léger froncement de sourcils. Le début d'un doute. Pas envers Kailis, mais envers la femme debout à côté d'elle. Mais Solange insista. Elle insistait toujours. Je l'ai vu se pencher au-dessus du comptoir tout à l'heure. Il aurait pu empocher quelque chose. Je veux que son sac soit fouillé. Elle pointa le porte-document en cuir sur l'épaule de Kailis. Ouvrez-le. Moreau se tourna vers Kailis. Elle semblait mal à l'aise. Sa main reposait sur sa radio, pas sur son arme. C'était un bon signe, mais ça bouge dit ce que Solange voulait entendre. Monsieur, cela vous dérangerait-il si je jetais un coup d'œil dans votre sac? La cafétéria retint son souffle. Kailis regarda l'agent Moreau, puis Solange,
puis les dizaines de téléphones, déjà en train d'enregistrer sous tous les angles. Non, dit-il, je consens pas à une fouille. Il n'y a pas de motif raisonnable, pas de mandat. C'est man. Brick. Moreau acquiesça. Légalement, elle ne pouvait pas insister. Elle le s'invite. Quand Alice le s'invite. Mais Solange Mayer se moquait de la loi. Solange voulait gagner. En 19 ans à l'université, elle n'avait jamais perdu une confrontation avec quelqu'un qui ressemblait à Kailis Varma. Elle bougea vite, contourna le comptoir et arracha le porte-document en cuir directement de l'épaule de Kailis, si fort que la lanière laissa une marque rouge sur sa clavicule. Thalys cria, ne le touchez pas. Moreau fit un pas en avant. Solange, attends. Trop tard. Solange avait le sac sur le comptoir. Elle l'ouvrit des deux mains. Le bruit de la fermeture éclair déchira le silence comme un cri. Elle commença à sortir les objets, claquant chaque élément sur la surface en acier inoxydable pour que toute la pièce voie. Un ordinateur portable, argenté. Elle y jeta à peine un coup d'œil. Un porte-document en cuir, marron foncé, avec des lettres dorées, gravées sur le devant. Varma Bioventure. Solange ne lut pas, elle s'en fichait. Une pièce commémorative de la Légion étrangère. Bronze lourd. Solange la retourna comme un bouchon de bouteille et la jeta sur le comptoir. Le métal résonna contre l'acier. Thalys tressaillit. Amine tressaillit. Chloé se couvrit la bouche. Un document relié de 53 pages. Le titre disait « Accord de dotation. Centre de recherche biochimique Elara Varma, Université de Val-de-Seine. 12 500 000 €. Solange feuilleta 3 pages, ne lut pas un mot, et le jeta comme s'il s'agissait de courrier indésirable. « Il n'y a rien ici », annonça-t-elle d'un ton théâtral. « Mais cela ne veut pas dire que je lui fais confiance. » Puis elle s'essuya les mains sur son tablier, le même geste qu'auparavant, comme si le contact avec tout ce qui appartient à une personne noire exigeait une décontamination. Kailis regarda sa pièce commémorative sur le comptoir, la pièce qu'il portait dans sa poche le jour où Loris était mort, le jour où Thalys était né, le jour où il avait enterré Elara, gisant maintenant à côté d'un distributeur de ketchup et d'une pile de serviettes en papier. Il la ramassa, la mit dans la poche de son blasé. Seule. Sa main tremblait. Il ne dit rien. Amine enregistrait toujours, les mains tremblantes, la caméra fixe. 11 minutes de vidéo ininterrompue. 2 autres étudiants filmaient sous des angles différents. La cafétéria était devenue un tribunal. Chaque téléphone était une preuve. Solange ne remarqua pas les téléphones. Elle passait déjà à la phase suivante. Elle retourna derrière le comptoir, se plaça directement entre Kailis et Thalys, les bras grands ouverts, les paumes à plat sur l'acier. Un mur humain entre un père et sa fille. « Je veux que tout le monde dans cette cafétéria sache, » cria-t-elle, sa voix atteignant chaque recoin, « que j'agis dans l'intérêt de la sécurité des étudiants. Je ne me sens pas en sécurité avec cet homme dans notre établissement. Je lui ai demandé de partir. Il a refusé. J'ai appelé la sécurité. Il a refusé de coopérer. » Puis elle se tourna vers Thalys, plongeant son regard dans le sien. Sa voix ne devint pas plus basse. Elle devint plus tranchante, comme une lame sur laquelle on appuie. « Et toi ?» Elle pointa un doigt ganté vers la poitrine de Thalys. « Assieds-toi. Les adultes s'occupent de ça maintenant. Tu devrais être reconnaissante que cette université te laisse ne serait-ce que t'asseoir dans cette pièce. Tu m'entends ? Reconnaissante. Toutes les écoles ne seraient pas aussi généreuses avec des gens comme toi. Reconnaissante. » Le mot resta suspendu dans la cafétéria comme de la fumée après un coup de feu. Comme si la place de Thalys était un cadeau qui pouvait être révoqué à tout moment. Comme si sa présence était de la charité. Comme si ses notes parfaites, ses recherches publiées, son bac avec mention et sa famille, payant la scolarité complète n'avaient absolument aucun sens parce que sa peau n'était pas de la bonne couleur pour la file d'attente principale. Thalys ne s'assit pas, elle ne pleura pas. Elle resta parfaitement immobile. Mais quelque chose derrière ses yeux se brisa. Ce genre de brisure silencieuse. Celle où une personne cesse de croire que le monde sera un jour juste, peu importe ses efforts, peu importe son comportement. Chloé accourut et attrapa le bras de Thalys. « C'est de la folie. » murmura-t-elle. « C'est absolument dingue. » Un homme âgé assis à une table dans un coin, cheveux gris, veste en tweed, observait toute la scène en silence. C'était le professeur Valéry Mancini, titulaire de la chaire de droit constitutionnel. Il avait observé chaque instant, sans dire un mot. Mais quand Solange dit « reconnaissante », il se leva, prit son café et sortit par l'entrée réservée au professeur. Dans le couloir, il sortit son téléphone et passa un appel. Cet appel importait, mais pas encore. Solange saisit de nouveau la radio, appela un second agent. Maintenant, 2,
uniforme se tenaient près de l'entrée. L'agent Moreau et un homme plus jeune, nommé l'agent Giroux, tous deux de plus en plus mal à l'aise. Solange marcha vers eux. Elle parla vite, énumérant les accusations sur ses doigts comme une liste mémorisée. Je veux un rapport d'incident formel immédiatement. Cet homme est entré dans une zone restreinte sans autorisation. Il a été agressif. Il a refusé une fouille. Il a créé un environnement hostile. Je veux que son nom soit signalé dans le système de sécurité du campus. Je veux qu'il soit banni de cette université de façon permanente. Elle pointa Kaelis du doigt sans se retourner. Escortez-le hors de la propriété. Maintenant. L'agent Moreau déplaça son poids. Elle regarda Kaelis, debout, calme, les mains visibles, le regard fixe. Puis Solange, faisant les 100 pas, gesticulant, sauvagement, la voix montant d'une octave à chaque phrase. Moreau était dans la sécurité depuis 11 ans. Elle savait à quoi ressemblait une menace réelle et elle savait à quoi ressemblait une mise en scène. C'était une mise en scène. Mais Solange avait 19 ans de pouvoir derrière elle. Elle siégeait au comité de sécurité du personnel. Elle avait l'oreille de chaque administrateur. Là, contredire avait des conséquences. Moreau le savait mieux que quiconque. Elle prit une inspiration. Monsieur Varma, je pense qu'il est préférable que vous fassiez un pas dans le couloir avec moi pendant que nous clarifions la situation. Kaelis acquiesça une fois. Il se tourna vers Thalys. Chaque téléphone dans la pièce était toujours pointé sur lui. Sa voix s'adoucit. Ma puce, je suis juste là. Tu n'as rien fait de mal. Pas une seule chose. Mange ton déjeuner. Je reviens dans 10 minutes. Kaelis sortit son téléphone. 2 messages, rapides, précis. Premier à Maître Valérie Castan, conseil juridique en chef. Gelez tous les contrats liés à l'Université de Val-de-Seine dans tout notre portefeuille, y compris le don de la Fondation. Effet immédiat. Second au directeur de l'université, Jean-Luc Beaumont, venez à la cafétéria. Maintenant. Il glissa le téléphone dans sa poche, marcha vers le couloir avec l'agent Moreau. Ses pas résonnaient sur le linoléum. Derrière lui, la cafétéria explosa en murmures. Solange Meyer ne les entendit pas. Elle était trop occupée à sourire. Elle ajusta son tablier, se tourna vers l'employée de cuisine la plus proche, une jeune fille qui avait fixé le sol tout le temps, et dit assez fort pour que chaque table entende. Vous voyez, c'est comme ça qu'on les gère. 19 ans, ça ne rate jamais. Dans le couloir, Moreau marcha à côté de Kaelis en silence pendant environ 15 pas. Puis elle s'arrêta, baissa la voix. Monsieur Varma, entre vous et moi, ce qui vient de se passer est mal. Tout est mal. Je l'ai su dès que je suis entré. Kaelis la regarda. Combien de fois fait-elle cela? Moreau fixa les dalles du sol. Une longue pause. Puis, vous n'êtes pas la première personne à me poser cette question. Des pas derrière eux. Thalys les avait suivis. Amine était juste à côté d'elle, le téléphone toujours en train d'enregistrer. La voix de Thalys était petite. Ce genre de petitesse qui n'a rien à voir avec le volume, et tout à voir avec le poids qu'une personne porte seule. Papa, je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais pas que tu penses que je ne pouvais pas gérer. Mais elle fait ça chaque semaine. Pas seulement à moi, à Amine, à chaque étudiant noir qui utilise la file principale. Elle nous envoie en section B, A, chaque fois. Amine acquiesça. Elle appelle ça le tri, elle dit que c'est le règlement. Mais il n'y a aucun règlement de ce genre, monsieur. Kaelis regarda sa fille. Ses yeux devinrent humides pour la première fois de la journée. Pas de colère, mais de cette douleur spécifique qu'un père ressent. Lorsqu'il découvre que son enfant a souffert en silence pour lui éviter de s'inquiéter. Il ne parla pas. Il posa sa main sur son épaule. Au bout du couloir, l'ascenseur tinta. Les portes d'acier coulissèrent. Le directeur, Jean-Luc Beaumont sortit. Il portait le même costume bleu marine que lors de la réunion du matin, le visage de la couleur d'un vieux papier, les mains tremblantes à cause du message qu'il avait lu pendant la descente. Il regarda Kaelis, l'homme qu'il avait qualifié de « notre partenaire stratégique le plus important », à peine 3 heures plus tôt, et comprit que le sol sous sa carrière venait de se fissurer. « Mon Dieu » murmura-t-il. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Beaumont transpirait déjà à travers sa chemise. Il regarda Kaelis, puis Thalys, puis Amine qui tenait toujours son téléphone comme un bouclier. « Que quelqu'un me dise ce qui s'est passé » dit le directeur. Maintenant. Moreau parla la première. Elle fut brève. Elle s'en tint au fait. Une responsable de la cafétéria avait refusé son repas à une étudiante. Le père était intervenu. La responsable avait appelé la sécurité, accusé le père de violation de domicile et saisi physiquement ses effets personnels devant toute la salle. Le père avait collaboré pleinement. La responsable non. Beaumont écouta. Son visage pâlissait à chaque phrase.
Puis il se tourna vers Kaelis et, pour la première fois depuis qu'il était sorti de cet ascenseur, il le regarda vraiment. Pas le blasé, pas le badge de visiteur. Il regarda l'homme. Monsieur Varma, dit Beaumont lentement, choisissant chaque mot, comme un homme marchant sur un champ de mine. Je veux que vous sachiez que, quoi qu'il se soit passé dans cette cafétéria, cela ne représente pas cette université. Kaelis se contenta de le regarder. Vous étiez dans une salle de conférence avec moi il y a 3 heures, dit Kaelis. Vous m'avez serré la main. Vous m'avez appelé votre partenaire stratégique le plus important. Vous m'avez montré les dessins d'un bâtiment qui porterait le nom de ma défunte femme. Il marqua une pause. Et pendant que vous me serviez du café à l'étage, votre employé était usé en bas en train de dire à ma fille qu'elle devrait être reconnaissante que vous la laissiez s'asseoir dans votre cafétéria. Ordru. Le directeur ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Thalys parla, calme et clair. Monsieur le directeur. Ce n'était pas la première fois. Elle fait ça chaque semaine. Elle a un système. Elle appelle ça le tri. Les étudiants noirs vont en section B. Les étudiants blancs restent dans la file principale. Il n'y a aucun règlement qui dit cela. Elle l'a inventé elle-même et personne ne l'a arrêté. Beaumont ressemblait à un homme regardant sa maison brûler de l'intérieur. Je ne savais pas, murmura-t-il. C'est bien là le problème, dit Kaelis. Vous ne saviez pas ou vous ne vouliez pas voir. Il laissa passer 3 secondes. Voici ce qui va se passer. Nous allons retourner ensemble dans cette cafétéria. Vous allez aborder ce qui s'est passé devant les mêmes étudiants qui ont vu la scène. Et votre employé va être renvoyé de ce campus aujourd'hui. Pas la semaine prochaine. Pas après une commission. Aujourd'hui. Beaumont tenta de protester. Monsieur Varma, devrions-nous gérer cela en privé. Je peux organiser une réunion avec les ressources humaines et l'équipe juridique et nous pourrions. Elle l'a géré publiquement, coupa Kaelis. Elle a humilié ma fille publiquement. Elle a appelé la sécurité contre moi publiquement. Elle a fouillé mes affaires publiquement devant 300 étudiants, équipés de téléphones. Donc non, nous ne gérons pas cela dans un bureau. Beaumont ferma la bouche. Ils retournèrent à l'intérieur. Tous, Kaelis en premier. Beaumont un demi-pas derrière. Thalys, Amine et Moreau suivaient. La cafétéria était toujours pleine. Personne n'était parti. Chaque étudiant fixait soit son téléphone, soit la porte. Solange Meyer était derrière le comptoir. Elle essuyait un poste de travaillant, fredonnant. Elle semblait détendue. Elle croyait que le problème était réglé. Soudain, la porte s'ouvrit. Beaumont entra le premier. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Solange leva les yeux. Elle vit le directeur. Elle se redressa. Elle commença à sourire. Puis elle vit Kaelis juste derrière lui. Le sourire ne disparut pas simplement, il s'effondra, couche par couche, comme un immeuble en cours de démolition. Beaumont prit la parole. Sa voix tremblait, mais elle portait partout. Madame Meyer, voici monsieur Kaelis Varma. Il est membre de notre conseil consultatif. Il est le père de Thalys Varma, étudiante dans cette université qui paie ses frais de scolarité complets. Il est le fondateur et PDG de Varma Bioventure, une entreprise de 2 milliards d'euros. Sa fondation est en train de financer un don de 5 millions d'euros pour cette université, et son entreprise est le principal candidat pour le contrat de restauration qui paie actuellement votre salaire. Il marqua une pause. Il laissa chaque mot s'enfoncer dans le silence, comme des pierres dans un étang. Vous allez présenter vos excuses à monsieur Varma et à sa fille immédiatement, puis vous m'accompagnerez dans mon bureau où vous serez suspendu avec effet immédiat, en attendant une enquête formelle sur votre conduite. Chaque téléphone était levé. Solange attrapa le bord du comptoir. Ses articulations blanchirent. Kaelis fit un pas en avant. Il ne leva pas la voix. Vous savez ce qui est le plus triste, dit-il? Si vous aviez simplement été aimable avec ma fille, pas à cause de qui je suis, mais juste parce qu'elle est un être humain dans votre file, vous auriez encore votre travail demain. Vous auriez encore votre contrat. Vous auriez tout. Mais vous avez fait un autre choix. Solange Meyer n'avait rien à répondre. Elle finit par trouver sa voix, mais elle ressemblait à un craquement. Monsieur Varma, je n'avais aucune idée de qui vous étiez. Si j'avais su, je n'aurais jamais. C'est juste un malentendu. Je suivais la procédure et Kaelis l'interrompit. C'est précisément le cœur du problème. Vous ne devriez pas avoir besoin de savoir qui je suis pour traiter ma fille comme un être humain. Vous ne devriez pas avoir à chercher quelqu'un sur Google pour décider s'il mérite un repas chaud. Une enseignante assise 2 tables plus loin se couvrit la bouche. Thalys s'approcha. Elle ne criait pas. Il n'y a pas de procédure qui sépare les étudiants en plusieurs files, Madame Meyer. J'ai vérifié.
Je suis allé au bureau de la vie étudiante la 2e semaine et j'ai demandé le règlement de la cafétéria. Il n'y a pas de section A. Il n'y a pas de section B. Vous l'avez inventé de toutes pièces pour humilier chaque étudiant de couleur. La cafétéria explosa, non pas en applaudissements, mais en un brouhaha de voix. Certains criaient « oui ». Amine tenait son téléphone haut. Beaumont sortit un papier de sa poche. « Madame Meyer », dit le directeur, sa voix s'étant calmée, comme si lire quelque chose d'officiel lui donnait une colonne vertébrale. « Vous êtes suspendu de vos fonctions avec effet immédiat. Vous avez 1 heure pour quitter le campus. L'agent Moreau va vous escorter. » Solange, les mains tremblantes, des noix son tablier, le plia et le posa sur le comptoir. Alors, qu'elle sortait par l'issue latérale, elle passa devant le personnel de cuisine. Personne ne la regarda. Quand la porte se ferma, un étudiant cria, 19 en 2. Trop. Kaelis passa derrière le comptoir. Personne ne l'arrêta. Il prit un plateau propre, se servit du poulet, du riz, des légumes, prit un brick de lait au chocolat. Il apporta le plateau à Thalys. « Mange ton déjeuner, ma puce, » dit-il. « Tu as gagné ta place ici chaque jour. » Thalys regarda le plateau, puis son père. Elle s'assit et commença à manger. Kaelis se tourna vers la salle. « Si quelqu'un dans cette pièce s'est un jour senti comme ma fille, aujourd'hui, je veux que vous m'écoutiez. Ce n'était jamais de votre faute. Ça ne vous concernait pas vous. Et cela ne se reproduira plus ici. Je m'en assure. » Personne ne bougea pendant un instant. Puis une personne commença à applaudir, puis 5, puis 20. Bientôt, toute la cafétéria était debout. Thalys regarda son père à travers ce vacarme et, pour la première fois de la journée, sourit. Cet après-midi-là, maître Valérie Castan arriva sur le campus comme une tempête, dans un tailleur sur mesure. Kaelis l'avait appelée à 12h45. À 14h00, elle était dans le bureau du directeur avec une équipe d'experts en informatique légale et un mandat. Valérie ne demanda pas la permission. Elle présenta les documents et son équipe commença le travail. Ils extrairent les enregistrements de surveillance de la cafétéria, 120 jours avec audio. Ils extrairent le dossier personnel complet de Solange Meyer. Ils extrairent chaque plainte déposée par des étudiants au cours des 8 dernières années. Ce qu'ils trouvèrent fit taire, même Kaelis. En 8 ans, 14 étudiants et parents de couleur avaient déposé des plaintes formelles contre Solange Meyer. 11 d'entre elles avaient été enterrées par la précédente administration. 5 étudiants avaient quitté l'université en citant une atmosphère hostile à la cafétéria. Mais les données du système de restauration étaient encore pires. Solange modifiait manuellement le système. 23 étudiants avaient vu leur statut de repas déclassé ces 3 dernières années, bien qu'ils aient payé le tarif plein, ils apparaissaient comme boursiers sociaux, ce qui lui servait de prétexte pour le tri. Aucun étudiant blanc n'avait subi cela. Solange Meyer avait construit son propre système de ségrégation, clic après clic. Le soir même, Amine mit son enregistrement de 11 minutes en ligne. Il n'avait pas besoin de légende. En 12 heures, la vidéo affichait 6 millions de vues. En 48 heures, 22 millions. L'histoire fit grand bruit. Les journaux titrèrent sur la file du tri. Jean-Luc Beaumont démissionna de son poste de directeur en moins d'1 mois. Le conseil d'administration nomma une dirigeante intérimaire, la Dre Michel Richard, forte de 30 ans d'expérience dans la lutte pour l'égalité de traitement. Sa première mesure fut un audit de chaque département. Le parquet ouvrit une enquête formelle pour violation des droits civiques. Solange Meyer fut poursuivie pour violence pour avoir arraché le sac, et pour discrimination. Le procès civil au nom des 12 familles aboutit à un accord de 15 millions d'euros payés par l'assurance de l'université. Un jugement séparé, de 920 000 euros fut rendu contre Solange Meyer personnellement. Le jour du verdict, la juge Marie-Noëlle Castet déclara « Ce que vous avez fait n'était pas l'application d'un règlement. C'était de la cruauté, systématique et protégée par le silence d'une institution qui a choisi le confort plutôt que la justice. Ce silence s'arrête aujourd'hui. Le verdict, 3 ans de prison avec sursis, des cours obligatoires sur les droits de l'homme et une interdiction définitive de travailler avec la jeunesse. 6 mois plus tard, la cafétéria avait changé. De nouvelles affiches, des photos, de toutes les cultures représentées sur le campus. Une inscription au-dessus de l'entrée disait « Chaque place appartient à tous ». La nouvelle directrice de la restauration, Madame Inès, avait appris les noms de tous les étudiants employés dès la première semaine. Thalys cofonda le programme Table ouverte, aidant les nouveaux étudiants à s'intégrer. La Fondation Varma finalisa son don, désormais porté à 18 millions d'euros. 50 bourses complètes furent créées pour des jeunes talentueux issus de zones d'éducation prioritaire. La bourse fut nommée en mémoire d'Elara Varma. Un vendredi après-midi d'octobre, Kaelis Varma se tenait au fond de la cafétéria. Même salle, même linoléum,
Mais l'énergie était différente. Thalys était assise à une table au milieu, entourée d'amis, débattant d'un devoir de biochimie et riant si fort qu'elle renversa son jus. Elle l'essuya avec une serviette, sans s'arrêter de parler. Kailis aurait pu faire 100 choses différemment, signer le chèque et partir, retirer Thalys de là. Au lieu de cela, il venait chaque semaine, car la présence change les lieux plus que l'argent. La dignité n'est pas quelque chose qu'un étudiant doit gagner. Les Solange de ce monde ne survivent pas parce qu'elles sont puissantes. Elles survivent parce que tout le monde autour garde le silence. Les professeurs qui détournent le regard. Les agents qui ne font qu'exécuter les ordres. Quand une seule personne refuse le silence, tout le système s'effondre. Tu n'as pas besoin d'une entreprise milliardaire pour arrêter quelqu'un comme ça. Tu as besoin d'un téléphone, d'un témoin et du courage de dire haut et fort, ce n'est pas acceptable. Voici ma question pour toi, si tu étais entré dans cette cafétéria et que tu avais entendu ce que Kailis a entendu, qu'aurais-tu fait? Aurais-tu parlé? Sorti ton téléphone, ou te serais-tu persuadé que ce n'était pas tes affaires? Écris ta réponse honnête en commentaire. Je les lis tous. Et si cette histoire t'a touché, laisse un j'aime et partage-la. La prochaine, Solange, est déjà quelque part. La seule question est, qui se tiendra sur le pas de la porte? Vous savez, elle ne s'est inquiétée que lorsqu'elle a su qu'il était riche. C'est précisément le problème. On ne devrait pas avoir à chercher quelqu'un sur Google pour décider s'il mérite le respect. La gentillesse n'est pas une récompense pour les gens qui ont de l'argent. Sois juste gentil. C'est littéralement gratuit et ça ne coûte rien.